Et on va parler de la montée des tensions à l'est de l'Europe, à tous égards, montée des tensions militaires du point de vue des Ukrainiens, du point de vue des Russes, de Vladimir Poutine, avec de nouveaux signaux qui sont donnés à Moscou concernant la torpille Poséidon. L'amiral Vichot, spécialiste du nucléaire, nous rejoindra également dans un instant. Regardons d'abord sur le terrain, dans la région de Pokrovsk, la dureté des combats, dureté extrême. L'armée ukrainienne fait face à une opération très complexe, impliquant des forces spéciales russes, mais elle aussi mène une opération de défense de cet ordre-là. Regardez bien la séquence qui va suivre, qui montre l'engagement en particulier des drones et les troupes ukrainiennes qui les subissent. Et nous a rejoint sur ce plateau d'abord Madame la Ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Alice Ruffo, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Merci beaucoup d'être là avec vous. On va voir combien le budget de la France est en train d'augmenter. On va parler des drones, mais aussi de la menace nucléaire russe et du nucléaire français. Merci beaucoup. Aniva, vous êtes restée. Général Richaud, vous êtes là. Merci Marianne Babiche. Bonsoir. Gallagher Fenwick, vous êtes toujours là. Et vous, Guillaume Roquette. Attardons-nous sur ces images où on voit à quel point les soldats ukrainiens et russes d'ailleurs dans l'autre camp font face à une montée en puissance des drones. Quand on voit cette image-là, on comprend à quel point les drones, c'est considérable. Le drone est important, mais c'est davantage ce qu'on voit sur le terrain qu'il est, puisqu'on a une opération qui est menée conjointement par le renseignement militaire, avec une supervision à la fois de la part du chef d'état-major des armées ukrainiens, Syrski, qui s'est déplacé pour l'occasion, mais également Boudanov, qui fait un grand retour et qui supervise des forces spéciales ukrainiennes qui sont évidemment là pour déloger des Russes, qui seraient à peu près, j'emploie le conditionnel, au nombre de 200 qui agissent par petits groupes. Ce qu'il faut rappeler, c'est l'importance nodale et stratégique de Pokrovsk, si on peut voir une carte. C'est-à-dire que contrairement à Bakhmout, où il y avait un vrai débat sur l'importance stratégique de Bakhmout, elle est indéniable pour Pokrovsk, pour des raisons à la fois routières et ferroviaires, parce qu'elle mène à d'autres verrous, notamment celui de Kramatorsk. Donc ce qui s'y passe en ce moment est éminemment important, à la fois d'abord pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes qui tentent de prendre effectivement cette ville. Général Richoux, est-ce que la France, en l'état, on va bien sûr vous poser, Madame la Ministre, mais votre regard de militaire indépendant, même si on n'a jamais cessé d'être dans l'armée, mais est-ce que la France, en l'état, serait en mesure de mener les combats quand on voit ces images des combattants ukrainiens ou d'ailleurs des combattants russes à ce niveau d'intensité avec des drones? Alors, aujourd'hui, la France, d'abord, n'agit jamais seule. La France agit toujours en coalition, il ne faut jamais l'oublier. Donc la France, si elle s'engage un jour, ce sera dans le cadre d'une coalition au sein de l'UE, ou plus sûrement d'une coalition au sein de l'OTAN. Donc dire que la France va aller au secours de l'armée ukrainienne à Pokrovsk, ça n'a absolument aucun sens dans cette affaire-là. Est-ce que vous-même, vous étiez un militaire très important, vous avez des milliers et des milliers de soldats sous vos ordres, est-ce que vous imaginiez un jour que les drones joueraient un rôle si important que ce qu'on voit dans cette séquence? Elle est extrêmement impressionnante. En toute honnêteté, dans ma génération, non. Les drones existent depuis que j'étais lieutenant. Bon, c'était des drones d'observation. À partir des années 2000, il y a commencé à avoir des drones qui ont commencé à transporter des missiles de croisière. Mais le drone qui coûte quelques centaines, quelques milliers d'euros et qui est produit à l'échelle industrielle, à l'échelle de 4 à 5 millions de chaque côté aujourd'hui, et qui est un décideur de champ de bataille, qui remplace une partie de l'artillerie, qui remplace une partie de l'aviation, ça, effectivement, je crois que dans les armées occidentales, on ne l'a pas suffisamment anticipé. Madame la Ministre, on sait à quel point le ministère déjà précédent, mais sous le vôtre, celui de Madame Vautrin, s'il s'en occupe, est-ce qu'on avance dans cette affaire des drones? Oui, vous avez raison, c'est la grande leçon du conflit en Ukraine des derniers mois et des dernières années. L'importance prise par les drones sur le champ de bataille. Vous savez, le militaire que vous êtes ne va pas me démentir, les armées en permanence recalculent, revoient en fonction de ce qu'on appelle les retours d'expérience du terrain. Et évidemment, cette leçon de retour d'expérience du terrain en Ukraine, on l'apprend. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on augmente le budget de la défense, en particulier sur les drones. Maintenant, je ne voudrais pas non plus
laisser penser qu'il n'y a que les drones et que ça va venir en substitution d'autres choses. Parce qu'au fond, ce qu'on voit sur les conflits à l'Est, mais aussi ce qui s'est passé au Moyen-Orient l'année dernière, c'est qu'il faut des drones, mais il faut aussi des missiles, mais il faut aussi de la protection aérienne. Donc voilà, il ne faut pas tout réduire aux drones, mais évidemment, les drones sont un élément très important sur lequel nous, on doit accélérer. C'est pour ça qu'on augmente le budget de la défense. Et j'ajoute, en coopération avec l'Ukraine, qui a malheureusement fait l'épreuve des drones sur le champ de bataille. Oui, on assiste à des choses incroyables. Et vous, Gaël, vous le soulignez beaucoup ces derniers jours, c'est les Ukrainiens maintenant qui, en matière de drones, viennent aider les Européens de l'Ouest. Il y a d'ailleurs des tests qui ont été conduits en France tout récemment sur des drones intercepteurs. Les tests devaient être menés par, j'allais dire, beau temps ou cieux clément. Il y a une tempête qui s'est déclenchée et les personnes chargées de mener ces tests ont décidé de les conduire malgré la tempête. Et devinez de quelle nationalité était le seul drone qui a résisté et donc qui a, j'allais dire, remporté la mise. C'est un drone ukrainien. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à ce stade sur la qualité du savoir-faire et la rapidité des Ukrainiens qui ne cessent d'innover justement pour développer de nouveaux modèles, à la fois dans l'observation, dans l'interception et dans le largage de munitions. Oui, peut-être encore un mot sur les drones. C'est sans doute eux qui expliquent en grande partie que depuis 1 an et demi, le front ne bouge plus. C'est-à-dire que le drone rend très difficile, voire impossible, tout mouvement d'infanterie, toute modification de ce qu'est la ligne de front, parce que aussitôt, pour faire court, dès que vous sortez de la tranchée, vous vous faites hacher menu par les drones qui sont là. Et on peut se dire, mais sachant que et la Russie et l'Ukraine produisent de plus en plus de drones, mais cette guerre va durer encore combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est complètement figé par ce changement radical du champ de bataille qui est l'utilisation presque constante des drones. Vous diffusiez à l'instant, Darius, les images de Pokrovsk, de ce qui est en train de se passer à Pokrovsk. Effectivement, ça fait 20 mois que cette ville est assiégée. Les Russes sont en train de prétendre qu'ils y parviennent, de crier victoire. Évidemment, ça n'est pas le cas. Mais justement, la présence des drones des deux côtés, de la part des deux belligérants, modifie la donne. Et ce qui fait entrer les Russes, en tout cas par petits groupes, et ça, c'est reconnu officiellement par les Ukrainiens qui dénoncent l'encerclement mais qui disent qu'il y a des Russes qui rentrent, c'est justement pour éviter le drone. C'est-à-dire qu'ils ont modifié leur tactique sur place pour pouvoir échapper à cette visibilité totale du champ de bataille. Le drone a modifié complètement la façon de faire la guerre. Est-ce qu'il y a une inquiétude dans un instant avec la ministre, on va parler y compris des chiffres, parce que c'est très important, mais de façon générale, est-ce que les armées de l'Ouest regardent ces images en se disant waouh, si ça arrivait chez nous, pour l'instant, tout est à réécrire, tout est à refaire. Non, bien sûr. Après, ce qui est fascinant avec cette séquence, c'est en l'occurrence la situation génère énormément de nervosité du côté de Pokrovsk chez les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne déploient pas des drones supplémentaires. Ils envoient en l'occurrence de l'humain. Des forces spéciales pour essayer d'emporter la décision et de déloger les Russes, notamment du côté de la gare. Donc le drone est éminemment important, il complique la tâche de ces forces spéciales, mais il ne les remplace totalement la guerre nullement. Continue à être menée par des et hommes. L'autre élément qu'on voit à l'écran, mais c'est un hélicoptère Black Hawk, pour justement déposer ces hommes dans un point qui est absolument crucial dans ce qui se joue le long de cette ligne. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre les images, vraiment, qu'on s'attarde d'abord sur les images. Marianne Mabiche, vous êtes là aussi, ce sont vos combattants ukrainiens qui sont là concernés, et vous, général, oui. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Parce qu'on voit les hommes qui se cachent, qui essayent de se cacher de quoi? Comment ça marche exactement? C'est du combat urbain. Et quand on parle de drones, les drones c'est très important, mais là je crois que ça a été dit, mais c'est central. Il faut de la masse et il faut de l'humain. Parce que les troupes au sol, si vous voulez gagner du terrain, eh bien vous ne les gagnez pas avec des drones. Les drones vont vous permettre de faire de l'attrition. Mais là, pardon, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent par la fenêtre? Le drone tire par la fenêtre? Ce sont des drones kamikazes. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'image exactement? Ce qu'on voit à l'image, il faudrait qu'on entende le son. Les drones viennent littéralement percuter le bâtiment. Voilà, poussons le son qu'on comprenne bien. Voilà, poussons le son. Écoutez. Qu'est-ce qu'ils disent, Marianne? Ce sont des gros mots. Ce sont des gros mots. Voilà, vous n'osez pas. C'est souvent le cas. En même temps, c'est des drones qui ne percent pas les bâtiments là. Oui, mais ils viennent percuter
En fait, les hommes viennent se réfugier dans cette bâtisse. Ils ont été repérés par l'ennemi russe qui envoie des drones kamikazes percuter ce bâtiment. Et c'est toutes les 5 secondes. Donc ça, on en revient à cette... Ah oui, donc c'est directement le drone Oui. qui s'écrase contre le mur. Vous entendez l'hélice jusqu'à la dernière Mais seconde. il s'écrase contre le mur, mais les bâtiments restent quand même une protection. Parce que ces drones-là n'ont pas une charge explosive importante. C'est pas des Shahed. Les Shahed, ils sont utilisés au niveau opératif stratégique, c'est-à-dire que ça détruit ces 50 kilos d'explosifs. Là, c'est des grenades ou un petit peu d'explosifs. Vous êtes quand même relativement à l'abri lorsque vous êtes dans les bâtiments. Mais ce qui est intéressant là, c'est vraiment le combat de localité. C'est-à-dire c'est le plus difficile de tous les combats. C'est celui qui provoque de l'attrition, c'est celui qui consomme énormément de logistique, qui consomme des hommes et qui est le plus anxiogène. C'est-à-dire que là, après, vous avez des syndromes post-traumatiques pour des années par des gens qui ont connu l'enfer de maison en maison ou de rue en rue. C'est vraiment grave. Et ici, on voit vraiment le drone qui perce, on dirait, la maison, mais c'est à côté du champ de bataille. Et juste, il y a une semaine, c'était quand même un drone Shahed qui a frappé un appartement, qui est rentré directement dans un appartement à Kiev, dans la capitale, vraiment dans un quartier résidentiel, pas loin de mes proches d'ailleurs. Donc c'est vraiment un choc comment ils accèdent à être présents. Et c'est pour ça que l'innovation chez les Ukrainiens s'est un peu imposée par cette guerre. On ne peut pas ne pas innover et ne pas réfléchir qu'est-ce que l'ennemi peut encore inventer. Donc c'est pour cela que les drones sont très importants actuellement. Seulement cette semaine, les Russes ont lancé plus de 1500 drones sur toute l'Ukraine. Donc d'ici vient la nécessité. Et ce que les entreprises ukrainiennes de technologie de drones disent et réclament ces derniers temps, et ils demandent, ce sont aussi des radars. Parce que c'est très compliqué d'intercepter des drones la nuit. En fait, c'est un point qui doit abattre un autre point dans la nuit totale. Tout cela est important. Montre à quel point il y a un effort de la France qui doit être fait en matière militaire, et il est fait, parce qu'on va voir le graphique. Hein. Là, vous êtes une ministre bénie, il y a tant de ministres qui doivent se battre pour le budget. Madame, vraiment, alors là, vous avez beaucoup de chance, et de savoir-faire sans doute, vous, Madame Vautrin, puisque votre budget, et c'est vrai d'ailleurs depuis 2017, le président de la République a voulu ça, c'est une hausse continue pour 2026. Quelle est la hausse garantie que vous pouvez maintenir ? Alors, c'est jamais garanti puisque le budget est en train d'être voté, mais c'est une hausse de 6,7 milliards, c'est beaucoup. C'est ce qui est en partie prévu par la loi de programmation militaire qui arrive dans sa 3e année d'exécution, et puis avec ce qu'on appelle une surmarche, donc c'est bien nommé, c'est une accélération qui a été décidée par le président de la République le 13 juillet dernier, et qui, je dois dire, fait l'objet, et c'est un fait notable, je crois, dans la période politique actuelle, d'un consensus au Parlement. L'augmentation dimanche 22h37, dire qu'il y a un consensus en France, franchement, sur le fait vous allez avoir des applaudissements au plateau là. Sur le fait d'augmenter les budgets. Non, mais ça c'est une bonne nouvelle au sens où je pense que d'abord le travail que vous faites sur ces plateaux font prendre conscience aux Français, aux Européens de l'état de la menace. C'est pas parce qu'on a envie de dépenser plus. Ce qui sera engagé, ça sera un doublement des dépenses de défense entre 2017 et 2027. Regardons la courbe, si vous permettez, Madame la Ministre, on vous la soumet, et on la soumet à tous ceux sur ce plateau. Quand on voit l'évolution du budget, d'ailleurs, dès 2017, Emmanuel Macron a voulu cela. Mais quand on voit même les chiffres récents, 2021, 2022 évidemment avec l'agression de l'Ukraine, 2023, 24, 25, 27, et ça comprend, est-ce que là ça comprend, parce que c'est toujours la question si ça comprend les pensions des... Pardon, général, est-ce que la pension du général Richoux fait partie du budget qui est là ? 62, c'est avec pension. Attendez, laissez la ministre. Madame la ministre, est-ce pas le même chiffre que celui que je vous ai donné, ça doit les inclure. C'est ça. Avec pension parce que le budget 2025 est de 50,5 milliards d'euros, donc c'est 62 avec pension. Ça, ce sont les chiffres officiels, autant. Est-ce que vous y êtes sensible ? Vous avez la ministre en face de vous, voilà. Écoutez, moi, c'est... Mais c'est moi, c'est elle qu'il faut regarder. C'est celle qu'il faut regarder. Moi, j'ai 40 ans de... Mais regardez la ministre, pas moi. Voilà. J'ai 40 ans de PACO, comme on dit à l'armée, et c'est la première fois que je vois les budgets augmenter. Moi, je viens d'un budget de la défense dans les années 2015-2016 qui était à 37 milliards d'euros. Non mais dites-le à la ministre, franchement, c'est rare les ministres qui reçoivent des compliments en ce moment. C'est la vérité. Aujourd'hui, hors pension. Donc là, aujourd'hui, c'est à 50. On va monter encore. Peut-être qu'on va avoir quelques milliards cette année. C'est une chose que je n'ai jamais vécue dans ma vie. C'est quoi 40 ans de PACO, vous avez dit ? Oui, moi, 40 ans de pactage. De pactage, voilà. D'accord. Oui. C'est une expression typiquement militaire. Voilà. Non, mais si je peux, là-dessus, il y a eu effectivement des coupes drastiques dans nos armées au moment des années 2000, et c'est l'époque des dividendes de la paix, et il y a en 2017, ce qui a été engagé, c'est une réparation
vraiment, je pèse mes mots. Oui. Aujourd'hui, c'est une transformation, mais il fallait réparer. Maintenant, on peut transformer. Est-ce qu'il y a eu un moment d'inconscience, disons les mots, c'est le général Richoux qui a mis les pieds dans le plat sur cette antenne il y a quelques jours en disant actuellement, on n'est pas prêt à une guerre de haute intensité. Et ça a provoqué un Mais il n'est froid, pas le seul à le dire. parce que c'est vrai Beaucoup que le disent. la mission essentielle d'un État, c'est la sécurité extérieure et intérieure. C'est la base un peu du pacte social entre un État et ses citoyens. Oui, mais et là, on ne voyait plus quelle était la menace. C'est-à-dire qu'avec la chute du mur de Berlin, avec l'effondrement du communisme, les Russes étaient des gens qui étaient ou bien des gens qu'il fallait tenir à distance et regarder prudemment, ou bien même des alliés. Le président Sarkozy leur avait même fourni une frégate, ce qui était probablement pas très raisonnable. D'ailleurs, François Hollande avait arrêté ça ensuite. Mais on n'avait plus besoin... Éloge de François Hollande par Guillaume Roquette. C'est la soirée des miracles. Attention. Sur cette parce question-là. que donc on avait besoin d'une armée réactive, d'une force de projection qui était capable d'aller sur n'importe quel lieu de combat dans le monde, mais pour des opérations très limitées, très ciblées. Et donc l'idée qu'il faille à nouveau des chars, voire pourquoi pas des fantassins, tout ça était complètement sorti des esprits. Et là, pour le coup, c'était pas une histoire de gauche ou de droite, parce que toucher les dividendes de la paix, je crois que Laurent Fabius a utilisé souvent cette phrase-là, et la droite n'avait pas non plus augmenté les budgets. Mais Alice Ruffo, parlons franchement pour que les Français nous comprennent bien. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui a provoqué ce qui se passe aujourd'hui dans cette hausse des budgets, cette prise de conscience qui est quand même on fait du travail sur ces plateaux, mais il faut aussi que les politiques fassent leur travail. Est-ce que c'est en train de fonctionner, cette prise de conscience? Est-ce que la hausse du budget est la conséquence de tout ça? Ou qu'est-ce qui a fait finalement que vous arrivez maintenant à avoir davantage d'argent? En 2017, la guerre en Ukraine n'avait pas commencé. Exactement. Donc, c'est 2015. Oui, enfin c'est 2014. C'est la bascule. la guerre en Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a L'invasion par la Russie de l'Ukraine. On parle de la Russie. Je voudrais qu'on parle pas. On n'est pas dans la même situation que l'Ukraine. On est très solidaire de l'Ukraine, mais on n'est pas dans la même situation que l'Ukraine. Parce qu'on a la dissuasion nucléaire, ça nous met quand même dans une situation différente. Il y avait eu la Crimée, vous avez raison, la Géorgie, il y avait eu une accumulation de menaces. Il y avait déjà une bascule américaine. Honnêtement, on la voit s'accélérer de manière considérable aujourd'hui. Aujourd'hui, s'y ajoutent des déstabilisations au Moyen-Orient, il y avait la menace terroriste, il n'y avait pas de dividende de la paix. Voilà, pour faire simple. Et donc, ça a conduit à inverser cette tendance à la baisse que vous avez indiquée, des budgets de défense. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, le fait de récupérer ça. Il faut du temps long, c'est pas la mode, mais c'est comme ça. Il faut du temps long pour se réarmer. Et 10 ans... ben voilà, un doublement en 10 ans, c'est bien, c'est beaucoup, c'est pas trop non plus. Parce que vous disiez, j'ai de la chance. Il y a quand même beaucoup d'exigences, parce que quand on demande un tel effort à la nation, il faut le justifier à l'euro près. Et donc faire aussi preuve d'efficacité et d'efficience dans la dépense. Il faut dire aussi, même si Alice Ruffo sera sans doute pas d'accord, que chez Emmanuel Macron, la prise de conscience n'a pas été immédiate. Je vous rappelle que si Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, a donné sa démission et surtout a pris la parole de façon très forte juste avant le 14 juillet, c'est parce que les premiers éléments budgétaires qu'il avait entre ses mains, et comme vous l'imaginez, le patron des armées françaises est un homme à peu près bien renseigné, ne montraient pas cet effort. Il y a eu ensuite une prise de conscience tout à fait estimable et qu'il faut saluer d'Emmanuel Macron, mais c'était pas gagné dès le départ. Non, sur les 6,7 milliards d'euros supplémentaires, quelle est la priorité des armées? C'est quoi? C'est de la poudre? C'est, tout à l'heure, Jordan Bardella sur cette antenne parlait de rétablir un service militaire. C'est quoi la priorité pour la France, la plus urgente, ou les priorités les plus urgentes avec ce budget? Alors, il n'y a pas de changement par rapport à la loi de programmation militaire des priorités. C'est-à-dire que vous avez... Enfin, encore une fois, c'est du temps long. Hein. Donc, les députés ont voté une loi les parlementaires ont voté une loi de programmation militaire qui engage la France dans ce chemin de transformation de nos armées, qui comporte un renforcement de la dissuasion, donc du cœur de notre souveraineté. Ça, c'est le nucléaire. Pas que. Il y a aussi le fait de moderniser notre armement conventionnel, d'aller vers des ruptures technologiques type intelligence artificielle, quantique, lutte dans les fonds marins, ne pas faire la guerre d'avant-hier, préparer la guerre de demain, avoir de l'anticipation, c'est ce que permettent les lois de programmation. Alors, Madame la ministre, puisqu'on va chapitrer tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'abord en termes d'engagement au sol, ensuite en termes de nucléaire, puisque vous nous avez rejoint, Amiral Vichot. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, Amiral. Vous êtes avec nous en direct. Voilà, la ministre vous regarde dans l'œil de la caméra. Il s'affiche là aussi. Pardon. Voilà. Bonjour. Vous voyez l'intérêt que vous suscitez, Amiral Vichot. Il y a un grand intérêt de votre arrivée. Vous êtes dirigé un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Alors on est vraiment au cœur de la dissuasion. D'abord, les troupes au sol. Vous savez combien c'est un sujet sensible, Madame la ministre.
Oui ou non, des soldats français iront-ils sur le terrain de l'Ukraine? On a bien compris que c'était après un cessez-le-feu pour ce qu'on appelle des troupes de réassurance. Où en est ce projet? Est-ce que oui ou non, d'abord, ça reste un projet de la France d'envoyer des soldats français au sol après un cessez-le-feu en Ukraine? Alors, je vais quand même me permettre de faire un point parce que je vois encore beaucoup de fake news, en tout cas de désinformation qui circulent sur le sujet, comme par hasard en ce moment. Comme par hasard en ce moment, et c'est régulier. Donc, le président de la République a dit en 2024 qu'il ne fallait rien exclure. En même temps, pardon, mais la Russie n'exclut pas grand-chose dans cette guerre. Voilà, ça s'appelle. Mais aujourd'hui, allons quand même aux faits. Aujourd'hui, oui ou non, est-ce que le projet, ça reste d'envoyer des troupes au sol après un cessez-le-feu? Aujourd'hui, nous sommes engagés avec un certain nombre de pays, en l'espèce 26 pays, à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine une fois qu'il y aura un cessez-le-feu dans les airs, sur mer et sur terre. Mais on ne sait pas encore. Donc, et sur terre. Si. Non, mais et sur terre, oui, vous venez de le dire. Et sur terre, donc il y aura bien, c'est bien le projet. En termes de régénération de l'armée ukrainienne, il y a une planification. Tous les États ne sont pas d'accord. Non, mais le projet de la France, c'est d'y aller. Voilà. Non, mais la France, oui. Mais quelle sera la mission? Parce que moi, quand on me donne... Je vais avec eux, là, je commande une brigade, je pose la question, quelle est la mission et quels sont les caveats? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on est des simples forces d'interposition, comme on les a vues dans les années 90, ou bien est-ce qu'on est des troupes qui s'adossent à l'armée ukrainienne, comme en Corée du Sud, les 50 000 Américains qui défendent la Corée du Sud contre la Corée du Nord? C'est ça qui est intéressant. Vous avez raison, d'ailleurs, on est dans une situation un peu particulière, parce que, vous le savez, d'habitude, on a la mission, puis ensuite on fait la planification. Là, il fallait faire un peu autrement. Voilà, il fallait faire un peu autrement, parce que pour l'instant, on ne sait pas quel est le cadre, parce que, pardon, le cessez-le-feu, il faut faire beaucoup pression sur la Russie encore pour pouvoir y arriver. Donc, c'est vrai que c'est une planification qui s'est faite dans des conditions un peu particulières. Maintenant, pour vous répondre, non, c'est pas des forces d'interposition, c'est-à-dire que c'est pas des forces qui vont se mettre entre les Russes et les Ukrainiens. Ce sont des forces de réassurance. Les forces de réassurance, c'est quoi? C'est des forces qui sont à l'appui de la constitution d'une armée ukrainienne qui, par définition, après le cessez-le-feu, devra être dissuasive. Mais madame, pardon, pour être très clair, ça veut dire, madame la ministre, qu'ils ne sont pas sur le front, ils sont plus à l'arrière. Par exemple quoi? On l'a bien compris, vous n'allez pas nous livrer le plan, si tant est qu'il existe. Mais je veux dire, ils seront là, plus en arrière, ça peut être quoi? À Lviv, à Kiev, c'est ça? C'est à Odessa, par exemple? Et oui, voilà, exactement. Enfin, c'est pas ça qui est important. Aussi. Ce qui est important, c'est que je vais faire un peu d'histoire. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Lorsque l'Ukraine a déjà eu des garanties de sécurité, des garanties négatives de sécurité. Vous le savez, ça s'appelle le mémorandum de Budapest. C'était quoi? C'était la Russie qui s'engageait à ne pas envahir l'Ukraine. On a un peu vu ce que ça donnait, une garantie négative de sécurité. Donc l'Ukraine demande légitimement, si jamais il devait y avoir une négociation et un cessez-le-feu, à avoir des garanties positives de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir les moyens d'être dissuasive face à la Russie. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la réassurance, c'est-à-dire à l'appui de la première des garanties de sécurité pour tout le monde, pour nous aussi, qui est une armée ukrainienne robuste. Donc la question de la situation des troupes ou du volume de troupes, etc., d'abord ça donne lieu à beaucoup de désinformation, et ensuite c'est pas exactement... C'est pour ça que vous êtes là, pour aller au-delà des désinformations, pour être dans les faits. Si l'Ukraine est attaquée, ça veut dire qu'on s'engage à ses côtés. C'est ça la réassurance. Oui, c'est ça la réassurance. Ça veut dire qu'on donne des garanties positives de sécurité. C'est à négocier, ce sera à discuter. Moi, ce que je souhaite là pour l'instant, c'est... Mais madame, pardon de vous interrompre, mais on sent bien que là on est au cœur du... On comprend, parce que quand on pose la question au président de la République, au Premier ministre, etc., à chaque fois on dit oui, mais non, mais oui. La question que pose Jean Richoux et Guillaume Enquête est quand même très claire. Oui ou non, après un cessez-le-feu. Après un cessez-le-feu, on a bien compris que c'est après un cessez-le-feu. Si les Russes attaquent de nouveau, est-ce que les soldats français se battront pour défendre l'Ukraine? Je vais vous répondre deux choses. Un, il faudra être en mesure d'être suffisamment dissuasif pour que la Russie... C'est ça la priorité, c'est pas de faire la guerre, la priorité c'est d'avoir la paix. Mais voilà. Si les Russes attaquent de nouveau... Et deuxièmement, la décision d'engagement des forces, des troupes, dans n'importe quel cadre, même dans le cadre des alliances, est souveraine et dépend du président de la République seul. Mais si elles sont là, c'est pour quelque chose. On ne fait pas de politique fiction avec ça, et j'en ferai pas. Et naturellement, on n'agira pas seul. Naturellement, nous n'agirons pas seuls. Oui, mais le but, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient là pour ne pas se battre si les Russes attaquent de nouveau? Je ne peux pas répondre à ces questions de politique fiction, je suis désolée. Je peux vous rappeler. Pardon, si on fait de la réassurance. La réassurance. Madame la ministre, si on fait de la réassurance, c'est justement, c'est pas de la fiction. C'est pour être sûr que ce soit réassuré. C'est pas de la fiction. Mais regardez, on fait de la réassurance, par exemple, dans le cadre de l'OTAN aujourd'hui en Roumanie. Oui. D'accord. C'est un peu différent. Il n'y a pas la guerre russe, il n'y a pas la guerre en Roumanie. Justement, les garanties de sécurité, c'est pas. Oui, mais vous comprenez pourquoi est-ce qu'on insiste sur ce sujet? Non, mais je comprends parfaitement. C'est parce que, honnêtement, on se pose la question de savoir si les déclarations d'Emmanuel Macron ne sont pas simplement là
pour montrer qu'il existe dans le débat, pour pouvoir se donner des allures de chef de guerre. Et en fait, dès qu'on est un peu concret, on dit « Oh là là, on ne peut pas vous dire, c'est compliqué. » C'est pas vrai. Il y a un an et demi, tout le monde nous disait qu'on était isolés sur cette question des garanties de sécurité. Il y a 26 pays autour de nous aujourd'hui dans la coalition des volontaires. Tout le monde nous disait qu'on n'était pas bon sur le soutien à l'Ukraine, qu'il fallait pas livrer, par exemple, non, mais des capacités de frappe. On l'a fait. Madame, on voit bien quand on parle de la Corée du Sud, par exemple, les troupes américaines en Corée du Sud, c'est clair et net. Si la Corée du Nord ou la Chine attaquaient la Corée du Sud, ils se battront, point. Ils disent pas oui, mais attendez, c'est pas compliqué. Il faudra avoir un engagement de garantie de sécurité qui le détaillera, mais qui est un travail politico-diplomatique. Ce que font les armées, c'est se préparer, et ça, elles sont prêtes. Que toutes les armes s'expriment. Amiral Vichot, vous êtes là, on ne peut pas vous laisser dans le silence. On a l'armée de terre qui parle. Vous avez quand même le droit, même si vous n'êtes pas un terrien, Amiral Vichot. Vous aussi, vous voulez peut-être dire un mot à la ministre là-dessus, sur la question des troupes au sol, de réassurance, on insiste bien pour qu'il n'y ait pas de déformation de ce qui peut être dit. Non, mais si j'ose dire, la question des troupes au sol, c'est d'abord une question de l'armée de terre. C'est pour ça que le général Richouf était parfaitement pertinent dans la question telle qu'il l'a posée. Ensuite, je veux rappeler un précédent historique. Effectivement, vous faisiez allusion à la Corée. La Corée, c'est quand même très particulier. La Corée, elle est en guerre aujourd'hui. C'est-à-dire que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont un armistice qui les sépare, mais il n'y a pas de traité de paix. On est vraiment dans la situation, j'allais dire, qu'on se prépare à avoir en Ukraine et en Russie pour tenter qu'un jour M. Poutine le veuille bien. Donc c'est effectivement assez comparable et effectivement on constate que pour avoir une réassurance efficace, il a fallu que les Américains s'engagent très fort avec des effectifs extrêmement importants, puisque en plus la ligne de cessez-le-feu en Corée, elle est presque 4 fois moindre que la ligne de cessez-le-feu en Ukraine. Donc, vous voyez que c'est vraiment sont des efforts considérables. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on se prépare à faire ces efforts, mais j'allais dire, heureusement que l'armistice, c'est pas pour tout de suite. Gallagher. Non, Madame la Ministre, vous avez dit, et c'était votre premier critère, il faut qu'on soit suffisamment dissuasif. Ça veut dire quoi dans votre bouche, être suffisamment dissuasif si on veut être une force de réassurance? C'est quoi? C'est le chiffre? Les Américains, en l'occurrence, ils sont 28 000 en Corée du Sud. Alors, être suffisamment dissuasif, ça veut dire, d'abord, c'est pour l'Ukraine. Je veux dire, quand l'Ukraine nous demande justement de renforcer ses équipements, pas simplement à court terme, mais à long terme, c'est-à-dire pour avoir une armée de l'air robuste, pour avoir une armée forte. C'est ça qu'on est en train de construire aussi. Zelensky, le président ukrainien, avait dit à un moment qu'il voulait 100 000 hommes au Bas-Mont. Mais bien sûr, c'est très important. En fait, pour être honnête, même, c'est la priorité. Parce que si on veut... Vous savez, au début 100 000 de la guerre, hommes, pardon, au total. Étrangers, 100 000 étrangers sur le sol de l'Ukraine. Il avait voulu, pour faire un appui à ses annonces sur son modèle d'armée. Ça, je me souviens. Mais... En fait, ça voudrait dire combien, si on fait un ratio, s'il y a 100 000 hommes au total, ça veut dire la question de la réassurance. Non, mais la question, c'est pas comme, honnêtement, je suis désolée, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, qu'une armée ukrainienne soit forte, robuste, solide, pour l'avenir, c'est très important. Et on y travaille tous les jours. Et j'ajoute que c'est pas qu'une question de soutien immédiat. Les Ukrainiens ont raison, ont absolument raison. Mais pardon, ma ministre, de vous couper, mais c'est très important. Vous dites qu'il faut débunker, empêcher les fake news, mais pour les empêcher, il faut donner des choses précises. Parce que c'est sûr, si vous dites aux Français, on ne sait pas vraiment s'ils se battront, on attendra, c'est le président qui... Ça, hein, et si on dit on ne sait pas combien sont de milliers, puis ce n'est pas le sujet, on a quand même envie de s'en on parle des troupes de réassurance. C'est pas à moi d'en parler. Bien sûr, mais qu'on comprenne là-dessus. Hein. Mais justement, les troupes de réassurance, parce que oui, effectivement, on en parle beaucoup, et on a raison d'en parler, mais on ne comprend pas vraiment très bien. De quoi va dépendre cette décision, justement, de ce qu'ils vont faire concrètement? Est-ce que c'est davantage lié au fait que les Américains se désengagent, qui est effectivement maintenant une certitude? Est-ce que c'est encore plus lié au fait que la Russie fait pression pour que ces troupes de réassurance n'existent pas du tout? Qu'est-ce qui fait que la bascule va pencher d'un côté ou de l'autre? Alors, vous avez raison de rappeler que c'est précisément ce que la Russie veut pas. Ça, c'est vrai. La Russie voudrait que l'Ukraine n'ait pas d'armée et qu'elle n'ait pas de partenariat ou d'alliance de défense. Bon, mais ça, il faut le refuser. Oui, c'est pour ça que c'est pas rien de travailler à ça, parce que même si on a pu être critiqué parce qu'on le faisait, en fait, c'est quand même des garanties données à l'Ukraine dès maintenant que non. En fait, on construira son armée avec elle robuste et qu'ensuite on la soutiendra. Voilà, c'est pas complètement rien dans le contexte actuel. En fait, c'est ça notre message. Ensuite, oui, c'est un message à l'Ukraine, c'est un message à la Russie aussi pour dire ce que vous avez pu faire dans le passé, vous ne pourrez pas le refaire. C'est aussi un message politique extrêmement important et c'est un message aux États-Unis. Vous avez absolument raison pour dire les Européens sont prêts à leur prendre leurs responsabilités. J'ajoute que les Américains
soutiennent le projet de coalition des volontaires. Ce qui C'est pas n'est du tout de soutenir. Attendez, non, soutiennent. Il y aura, non, pardon, non, il n'y aura pas de soutien. Il n'y aura pas de troupes. Ça les arrange. Non, mais il n'y aura pas de troupes. Mais ils ont c'est ça, ça les arrange qu'on s'en occupe. S'il vous plaît, soyons précis. Il n'y aura pas de troupes américaines au sol en Ukraine. Mais ils ont parlé d'un soutien logistique. Oui, Voilà. d'accord. Oui, C'est quand même très différent de risquer la vie de ces hommes. Le soutien politique peut inciter des nations hésitantes à entrer dans. Mais c'est très différent de risquer la vie de ces hommes ou d'envoyer des cantines. Il y a un autre contraste quand même qui est frappant dans cette histoire, et je salue le caractère très, très rationnel, prudent et mesuré de votre approche, de notre approche. Mais quand Vladimir Poutine s'est senti en danger du côté de l'oblast de Koursk, il n'a pas hésité une seconde à faire venir 15 000 Nord-Coréens, peut-être demain 30 000, voire 100 000, vu le nombre de soldats qui sont à la disposition de Kim Jong-un. Donc, est-ce qu'on est véritablement dissuasif quand on expose de manière aussi transparente que vous le faites ces errements, ces discussions, ces hésitations, ces freins face à un adversaire qui, lui, ne s'embarrasse pas de toute cette éventuelle réaction de l'adversaire, de l'ennemi en face? Vous avez raison. L'escalade est venue de la Russie sur le fait d'avoir des soldats de Corée du Nord. C'est une escalade majeure, qui affecte directement nos intérêts de sécurité. Au port de l'Europe, majeure. Bon. Pardon, mais les errements, ce que vous décrivez comme des errements, ça peut être aussi de l'ambiguïté. Je ne crois pas que les Russes soient sur les plateaux de télévision à détailler exactement où est-ce qu'ils vont mettre leurs troupes et comment ils le font. Non, ils le font. Non, mais je suis désolée, nous, on doit rester... Parmi les éléments de la dissuasion, il y a quand même un élément de message. Le message, c'est que la Russie ne doit pas pouvoir recommencer une agression une fois qu'il y a eu un cessez-le-feu. Et c'est un message important. Guillaume Roquette a une question encore pour vous. On va avancer ensuite sur le nucléaire. Oui, question très précise. Selon le dernier baromètre du Figaro Magazine, Emmanuel Macron est soutenu par 11% des Français. Est-ce qu'une décision comme celle de l'envoi de troupes en Ukraine nécessiterait le soutien de l'Assemblée nationale, ou est-ce que ce serait une décision isolée du président de la République? L'envoi de troupes combattantes en Ukraine relèverait de l'article 35. Il y a... Il dit quoi, pardon, l'article 35? Tout le monde n'a pas la forcément en tête. C'est la réforme constitutionnelle des années 2000 qui conduit à ce qu'il y ait un débat au Parlement, puis un vote sur l'engagement. Donc, pardon, c'est très important ce que vous dites. Il y aurait, avant l'envoi de troupes françaises en Ukraine, il y aurait un vote du Parlement. Il y aurait un vote, oui, bien sûr, il y aurait un débat parlementaire. Mais on n'en est pas là, malheureusement. C'était pas si évident, vous le disiez, c'est très intéressant que vous le disiez. Il y a débat et quelques temps plus tard un vote. Il n'y a pas de vote institutionnellement, il y a un débat. Voilà, et après, il y a un peu plus tard un vote. Simplement. Mais pardon, j'insiste, parce que c'est un point très important, parce que ça flottait un peu, et votre question et votre précision est très importante. Vous dites, il y aura, avant l'envoi de troupes françaises sur le sol en Ukraine, il y aura un débat parlementaire. Oui, mais simplement, pardon, excusez-moi, je voudrais juste revenir à la situation actuelle. Enfin, d'abord, heureusement que le président de la République a les moyens d'avoir une action internationale forte qui permet d'agréger autour de lui énormément de pays qui nous soutiennent dans la coalition des volontaires. Deuxièmement, là, ce qui compte maintenant, si on veut pouvoir un jour apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, c'est que la guerre s'arrête, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est que la souveraineté ukrainienne soit respectée. Donc le sujet, là, maintenant, tout de suite, pour l'instant, c'est 1, le soutien immédiat à l'Ukraine, 2, la pression sur la Russie. Un mot encore, s'il vous plaît, sur l'effort très important que vous incarnez, c'est-à-dire l'effort budgétaire, militaire de la France concernant le nucléaire. Quand on voit des images des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et souvent sur ce plateau, on rappelle à quel point la France est crédible dans ce domaine-là, grâce au général de Gaulle, déjà grâce un peu grâce à la 4e République, mais surtout évidemment le général de Gaulle. Par parenthèse, là, je crois que le chiffre n'est pas public, mais enfin, en gros, il y aura un effort très important aussi sur le nucléaire, n'est-ce pas, dans ces 6,7 milliards ? Oui, bien sûr. Ça, c'est une décision qui a été prise au moment de la loi de programmation militaire. Là aussi, ça demande un peu de temps. Je note qu'il y a quand même déjà des résultats. La ministre Catherine Vautrin a annoncé la semaine dernière, je crois, la mise en service opérationnel d'un missile, le M51.3, qui est important pour la modernisation de la composante océanique de la dissuasion. L'année d'avant, il y avait eu une modernisation de la composante aéroportée. Et j'ajoute que non seulement il y a ces nouvelles capacités qui sont modernisées, mais on prépare déjà dans cette loi de programmation militaire, et grâce à l'argent supplémentaire qu'on met dans notre défense, la génération d'après, à 10 ans. Vous avez cité le général de Gaulle. Effectivement, les lois de programmation militaire ont été faites pour agir sur le temps long. Et c'est ce qu'on essaye de maintenir, même si on voit bien qu'il y a une immédiateté et des débats vifs sur ce qui est de court terme. Merci beaucoup, Madame la ministre. Peut-être que là-dessus, je ne veux pas vous séparer avant que vous partiez, Madame la ministre. Peut-être Amiral Vichot, puisque l'Amiral Vichot a dirigé au cœur de la dissuasion nucléaire, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Si vous voulez dire un mot peut-être à la ministre, et puis après on va voir vos Bleuets de France. Mais là-dessus encore, Amiral Vichot, un mot à la ministre.
Oui, simplement pour souligner qu'effectivement l'effort est considérable, mais qu'il a été fait dans la durée et qu'un tel effort ne peut se penser que dans la durée. Donc si on engage aujourd'hui, si on met ce nouveau missile en service, c'est parce qu'on a déjà, on paye 15 ans d'efforts. Donc c'est extrêmement important. Et comme le soulignait Madame la Ministre, on est en train de travailler déjà à la génération d'après, alors qu'on est tout juste en train d'installer les premières têtes le premier missile M51.3 cette année. Et on pense déjà à son successeur. Mais alors qu'on commence tout juste à équiper la force avec ces missiles-là. Et pendant ce temps,